les médias, ils ont cette responsabilité, non pas seulement de refléter la société, mais de montrer l'exemple. On le fait notamment en montrant aussi plus de personnes d'origine raciale différente, etc. Et heureusement, en fait, souvent, on voit que le combat pour l'égalité femmes-hommes, il embarque le combat contre toutes les discriminations. Donc LGBTQ, par rapport aux discriminations raciales, par rapport au handicap, par rapport à plein d'autres discriminations. Donc tant mieux, parce que sinon, c'est parfois double, triple peine. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Nous sommes mi-mars, on est à quelques jours après la journée internationale de la femme et non. Pardon François, la journée internationale des droits des femmes. Ouais, je l'ai complètement raccourci. Tu fais bien de me reprendre des droits des femmes. Mais pas la journée de la femme où on offre un bouquet de fleurs. Ouais, c'est vrai, ça fait très Saint-Valentin. C'est la journée où on se bat pour les droits des femmes dans le monde. C'est bien, je commence très bien par une espèce d'approximation. Merci Florence, en l'occurrence, vous ne savez pas encore de quelle Florence il s'agit, mais vous voyez qu'elle n'hésitera pas à me remettre sur les rails quand je dirai des bêtises. J'espère que j'en ferai pas trop. Et donc voilà, j'ai lu quelques articles à cette occasion de la journée des droits de la femme. Des femmes. Des femmes, pas de la femme, mais c'est important, des femmes. La journée des droits internationale des droits des femmes. On va y arriver. J'avais noté une stat un peu hallucinante. Je cite, au rythme des progrès actuels, l'égalité femmes-hommes ne sera atteinte à l'échelle mondiale que dans 134 ans. Oui. Bref, il y a du travail. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et je profitais d'un autre événement qui est le Podcaston pour mettre en avant une association qui se bat pour la place des femmes dans les médias. Et je reçois donc Florence Sandis, présidente du Média Club L. Là, bonjour. Bonjour Florence et bienvenue dans ce podcast, bienvenue pour cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je le disais, tu es la présidente de ce club, du Media Club L. Par ailleurs, journaliste, autrice et coach. Bref, tu connais le sujet, comme on l'a déjà senti dans les quelques premières secondes de cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler peut-être de ton parcours avant qu'on parle de ce sujet de la place des femmes dans les médias ? Alors, en quelques mots, écoute, je suis... moi, je consacre vraiment toute ma vie aux carrières des femmes, à aider les femmes à monter dans les hiérarchies, à œuvrer pour plus d'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est ma raison d'être à moi. J'ai commencé dans les médias. Moi, j'ai fait 25 ans de médias, un peu à plein de postes différents, comme journaliste aussi, tu l'as dit, mais aussi scénariste, productrice de séries animées, de fiction, responsable fiction aussi en chaîne, réalisatrice de documentaires. J'aime me nourrir, j'aime la nouveauté, j'aime faire plein de choses différentes. J'écrivais des livres aussi parallèlement. Je continuais à me former parce que j'avais une formation classique, Sciences Po, etc. Et je faisais des formations aussi développement personnel, en hypnose par exemple ou autre. Et à la faveur d'un livre qui s'appelle Briser le plafond de verre, que j'ai écrit en 2017, on m'a demandé d'intervenir en fait dans les entreprises, toutes du 440, parce que ça s'est trouvé comme ça. Et donc, je me suis mise à aller faire des conférences et ensuite des coachings collectifs pour aider les femmes à prendre confiance toutes et à s'autoriser vraiment à monter dans les hiérarchies. Voilà. Et parallèlement, j'ai créé aussi le Media Club L, puisqu'en effet, j'étais déjà vice-présidente du Media Club depuis 20 ans, qui est, on va dire, le plus grand réseau professionnel de personnes qui travaillent dans les médias. Et en 2017, tu vois, quelques semaines avant MeToo, en fait, comme quoi les choses quand même montaient. Montaient dans cela, oui. Oui, montaient. On avait fait un débat sur les femmes qui brisent le plafond de verre dans les médias et il y avait une grande majorité de femmes et puis
Voilà, un jour, avec un petit verre dans le nez, on a dit mais pourquoi on ne créerait pas le Média Club Elle? Et là, les filles étaient toutes enthousiastes. Et puis l'été est passé, puis elles m'ont redit alors, tu le crées? Je dis ok, j'y vais. Et dès l'inauguration, il y a eu 250 personnes. On était quelques jours avant MeToo, que MeToo explose. Et en fait, j'ai vu à quel point on était dans un moment charnière où on prenait conscience que tout ce qu'on avait vécu jusque-là, finalement, dans le cadre, dans le sexisme autour de nous, n'était pas normal. Et où on avait besoin d'en parler, besoin de cette safe zone aussi entre nous pour en parler. Et ensuite de s'épauler pour dépasser ça et s'entraider. Ok, et donc en 7 ans, ça a bien évolué. On va voir, justement, peut-être petit constat rapide, si on peut prendre un petit peu de hauteur. On parle de plus en plus de diversité, d'inclusion dans les médias. Est-ce que 7 ans après, où on en est? Et particulièrement dans les médias, évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi le constat que tu fais sur la place des femmes dans les médias? Écoute, elle a quand même bien évolué. Si on prend les chiffres de l'ARCOM, les derniers qui ont été publiés, ceux de mars 2024, on avait 43% de femmes en plateau contre 38% en 2016. Ouais. Alors un tout petit peu en baisse par rapport aux 45% de l'année d'avant, mais bon, ça va, ça vient. On a en experte 43% de femmes contre 30% en 2016 et 20% quelques années avant. Parce que pendant longtemps, on a été quand même... Quand on a commencé à compter, quand l'ARCOM, France Médias Monde, etc., ont commencé à compter, on était à 20% de femmes expertes, 20% de femmes invitées dans les matinales radio. Donc, on était vraiment loin du compte. Sous-représenté, oui. Et voilà, le fait d'avoir des chiffres, ça a permis aussi de fixer un cap, des ambitions. Alors, bien sûr, on a encore des bastions très masculins. Franchement, les plus gros bastions qui restent, c'est les émissions sportives, où on n'a que 11% de femmes sur les plateaux des émissions sportives. Et on a encore 60% de compétitions où on n'a aucune femme en plateau. Et même dans les compétitions féminines, il arrive souvent qu'il n'y ait même pas voilà, que les commentateurs soient tous masculins pour certaines. Donc, c'est parti encore des bastions, mais Et cette manière de compter, pardon, là, on compte vraiment sur les plateaux, donc c'est très orienté sur l'audiovisuel. Oui. Est-ce que ça concerne... C'est audiovisuel et radio. D'accord, que je t'ai dit. Okay. Et ça concerne ce qu'on voit ou qu'on entend qui sont sur les plateaux. Est-ce qu'on a des stats? Est-ce qu'on connaît par ailleurs, derrière la caméra, derrière les micros, dans les organisations elles-mêmes des médias, la représentation des femmes? Oui, alors juste pour rester un petit temps sur les plateaux encore... Évidemment, il y a des disparités selon les chaînes. On a des présentatrices, on en a beaucoup sur TF1 comme sur France Télé. Sur France Télé, on voit aussi un énorme effort pour avoir beaucoup de femmes expertes. On a vraiment des personnes très proactives comme Caroline Roux, qui a quand même 4 invités chaque jour dans C'est dans l'air, qui a beaucoup œuvré pour avoir la parité. Quand on a une quotidienne pendant le Covid ou pendant la guerre en Ukraine, avoir la parité, c'est pas facile dans les médecins, dans les machins, parce que les femmes, elles vous disent non mais moi je suis trop occupée à l'hôpital. Oui, c'est ça. Pour aller sur les plateaux. En fait, elles sont là. Elles existent, sauf qu'elles n'ont pas envie d'aller parler sur les plateaux quand elles bossent énormément. Et puis elles ont parfois des patrons qui veulent pas qu'elles y aillent, qui veulent aller eux. Ouais, bien sûr. Moi, je vois ça dans les instituts de sondage, par exemple, ou même quand des fois des journalistes veulent inviter une femme de l'institut, parfois le patron dit non, c'est moi qui vais à l'antenne. Oui, c'est moi. Je pense qu'il a un devoir de représentation, ou c'est pour son ego aussi. Bien sûr, c'est aussi une question d'ego, avant tout. Donc on a des disparités, on a aussi évidemment des disparités selon les chaînes, c'est-à-dire, je ne vous cacherai pas que sur des chaînes comme CNews ou avant C8, on avait beaucoup moins de femmes expertes. Et encore vu récemment des plateaux sur CNews où on n'a que des hommes qui parlent de la ménopause. Un plateau 100% d'hommes pour discuter comme ça paraît sur ce que les femmes ressentent ou comment elles doivent se soigner. Ça paraît à peine possible. Pendant la ménopause, c'est quand même dingue. Ou des plateaux le 8 mars où il n'y a que des hommes et qui disent... Et plus, parfois, tu entends une femme conservatrice pour dire il y en a marre maintenant avec ces luttes, c'est bon, elles ont tout. C'est bon, on a assez fait. Nous, on n'a même plus de boulot. Voilà. Donc, il y a une disparité, évidemment, avec une grande évolution dans ce qui est dit. Et à côté,
l'émergence de chaînes réactionnaires qu'on n'aurait même pas imaginées, ou en tout cas de certaines émissions, je ne vais pas dire toute la chaîne, de certaines émissions réactionnaires qu'on n'aurait pas imaginées avant. Ouais. Et si on doit penser en termes de système, c'est quoi les principales barrières? Alors, tu l'as dit, parfois, et c'est aussi le serpent qui se mord la queue, s'ils sont des hommes présidents, ils ont leur ego, ils veulent se mettre en avant, etc. Mais c'est quoi les barrières, en fait, aujourd'hui, qui freinent encore l'égalité? Alors, il y a plusieurs barrières. Comme on disait à l'écran, souvent, les femmes, elles vont être jugées souvent sur leur apparence. Donc, quand on prévient le jour même, des fois, des femmes qui disent « Ah ben non, mais je ne suis pas coiffée, ou je n'ai pas fait mais le plus souvent, je ne suis pas la plus compétente sur le sujet, là où les hommes vous le disent rarement. Et une Caroline Roux, je sais des fois, elle réinvite parfois une personne, par exemple, une femme qui n'a pas forcément été hyper bonne parce que c'était son premier passage en télé. Et elle me racontait, voilà, des fois, des personnes dans son équipe lui disaient « Mais pourquoi tu la réinvites ?» Et elle dit « Mais parce que pour qu'elle devienne bonne. » Et en fait, évidemment, au bout de 2-3 fois, elle devient bonne, et comme tout le monde. Donc, il faut essuyer les plâtres au début. Et c'est ce côté proactif que j'adore, voilà, chez certaines personnes qui poussent les femmes parce qu'elles sont hyper compétentes. Et il n'y a vraiment aucune raison pour qu'elles soient moins présentes. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur ton livre aussi. Tu vois, par exemple, moi, sur Médiarama, je fais des gros efforts aussi pour être à la parité, etc. Mais c'est vrai que il y a toujours ce côté, les femmes veulent peut-être moins se mettre en avant. Donc comment est-ce que tu luttes là? C'est pas tant le système qui fait, ou alors c'est Il faut aller les chercher. C'est pour ça, tu vois, les quotas. Aucune femme n'est favorable a priori aux quotas. Mais je dis souvent, quand on n'a pas de quotas, on trouve des excuses. Quand on a des quotas, on trouve des femmes. Et à partir du moment où Caroline, elle s'est mise 50-50, elle les trouve, les femmes. D'accord. Donc toi, et si un jour, oui, évidemment, si un jour elle a 3 hommes, un autre jour elle va avoir 3 femmes et elle va équilibrer. Oui, c'est pas forcément oui, il faut des quotas parce qu'en effet, sinon il faudra 134 ans ou même plus pour avoir l'égalité. On a vu que les quotas, ça a permis de faire passer par exemple les femmes dans les conseils d'administration de 11% à près de 47% dans les conseils d'administration des grandes entreprises. On voit aujourd'hui que ça bouge dans les COMEX avec la loi Marie-Pierre Rixain, avec un objectif de 40% d'ici 2030. Donc, mais il y a déjà, tu sais, des quotas. Il y a déjà des quotas, même dans des écoles, on n'en parle pas, des quotas qui favorisent parfois les garçons. Moi, je vois dans mon école à Sciences Po, il y a des quotas, c'est pas dit, mais il y a des quotas pour avoir 40% d'hommes, de jeunes étudiants. Sinon, il y aurait plus de filles parce qu'elles sont meilleures souvent au concours. Donc, moi, je dis souvent, comme on a 58% de filles chez les Bac plus 5, les quotas, à partir du moment où tout le monde un jour aura le métier qu'il mérite et au niveau qu'il mérite, les quotas vont vite bénéficier aux garçons. Ouais. Mais alors, juste une seconde, là, c'est plus intellectuel. Sur les quotas, ça veut dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de Sciences Po, ça veut dire que des femmes seraient plus fortes au concours, mais n'auront pas leur place parce qu'on a des quotas pour prendre des mecs. Oui. Ça, c'est pas cool. Mais peut-être qu'il faudra en mettre un peu dans les écoles d'ingénieurs, puisque les filles, elles sont meilleures en maths que les garçons au bac. Alors, pourquoi il y en a si peu qui vont dans les écoles d'ingénieurs, parce que souvent, les parents se disent mais il va y avoir que des garçons, elles vont peut-être se faire harceler. Et puis, c'est très culturel. Mais les filles, il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bonnes pour les matières scientifiques. C'est très culturel. On n'en parle pas assez dans des pays comme l'Inde ou au Maghreb, on a quasi autant de femmes ingénieurs que de garçons. Ouais, donc là, c'est une question de... On a le même cerveau, bien sûr. C'est une question de culture, d'exemple, de rôle modèle. Voilà. Donc, c'est vrai que les médias, ils ont cette responsabilité, non pas seulement de refléter la société, mais de montrer l'exemple. On le fait notamment en montrant aussi plus de personnes d'origine raciale différente, etc. Heureusement, ça... Ouais, j'avais reçu la présidente de l'AJAR, qui est une association justement sur la présence des personnes racisées dans les médias. Il y a du travail aussi. Il y a du travail. Et heureusement, en fait, souvent, on voit que le combat pour l'égalité femmes-hommes, il embarque le combat contre toutes les discriminations. Donc, LGBTQ, par rapport aux discriminations raciales, par rapport au handicap, par rapport à plein d'autres discriminations. Donc, tant mieux. Oui, c'est clair. Parce que sinon, c'est parfois double, triple peine. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que dans l'étude que vous faites, au-delà de la représentation homme-femme, vous avez observé des différences, des écarts de salaire? Oui, bien sûr. Alors, comme dans toute la société d'ailleurs, on a même participé au rapport de Céline Calvez au moment du Covid sur la situation des
On avait fait une étude avec Audience et le Média Club Elle sur la situation des femmes journalistes pendant le Covid. Je me rappelle cette une, notamment du Parisien, qui avait écrit « Il raconte le monde d'après ». C'était que des hommes, le monde d'après. Et nous, on avait fait une tout de suite avec que des femmes, mais on avait mis des femmes de toutes les couleurs, de tous les âges, etc. Et derrière, en effet, Marlène Schiappa avait commandé cette étude auprès de Céline Calvez à laquelle on avait participé. Et donc, on avait étudié vraiment en détail, notamment, là, c'était sur les salaires des journalistes. Bien sûr, il y avait des différences et on trouve évidemment il y a un vrai plafond de verre puisqu'il y a autant de journalistes femmes que hommes. Simplement, dans les directions, il y a beaucoup d'hommes. Dans certains métiers comme documentaliste, on a quasi 90% de femmes. Dans des métiers comme photographe, on a plus d'hommes. Ou dans les chefs de service aussi, on a plus d'hommes. Voilà, il y a une précarisation souvent des métiers. Et plus les métiers... moins ils deviennent prestigieux, moins il y a d'hommes d'ailleurs. Ouais, c'est corrélé quelque part. Ça veut dire moins. Donc il y a du travail. Et qu'est-ce que vous faites alors chez Média Club Elle, concrètement ? Alors, nous, on fait plusieurs choses. On informe, on partage, on organise beaucoup de rencontres. Par exemple, tout à l'heure, on a une rencontre avec Elsa Dark, qui est la DG de Brut. Ouais. On la connaît peu, on connaît... Elle vient pas des médias, hein, je crois, effectivement. Non, elle vient pas des médias, elle est passée par L'Oréal, Big Mama. C'est une fille extraordinaire. Aujourd'hui, c'est elle vraiment qui tient la boutique. Elle est vraiment extra. Ça pourrait faire un bon épisode Média. Ah oui, je peux l'inviter. Elle est topissime, vraiment. J'ai mis un vrai coup de cœur pour cette fille. On a des ateliers. Par exemple, le 2 avril, on a un atelier LinkedIn. C'est notre deuxième atelier qu'on fait avec eux. Là, c'est un atelier... un peu plus d'approfondissement justement pour aider aussi nos membres à mieux communiquer parce que c'est vrai que dans l'audiovisuel, on n'était pas très LinkedIn. Et je me rappelle quand on a fait le premier atelier, ma secrétaire générale Alexandra Cruc doutait beaucoup de l'efficacité de LinkedIn dans notre domaine des médias. Et moi, je lui ai dit si, c'est important parce que moi, j'adore LinkedIn. Et je lui disais, regarde par exemple Alexia Laroche-Joubert ou d'autres, elle communique vachement, elle dit jeux, etc. Et donc, après cet atelier, Alexandra partait vraiment de rien. Elle a créé son profil. Au bout de 3 mois, en appliquant certains conseils, elle avait 16 000 abonnés. Et puis après, elle a créé Mesdames Médias et avec Maïté Nabir-Rabin. Et là, aujourd'hui, avec leurs médias, elles ont déjà, je crois, 1 million d'abonnés, tout réseau compris. On va les avoir bientôt sur Mediarama. Ah, toutes les deux. Voilà, super. Voilà, petite annonce. C'est la numéro 2 du Média Club Elle. Enfin, bien qu'on ne fonctionne pas du tout en numéro 1, numéro 2. On a un conseil d'administration de 13 personnes. On est très investis. Donc voilà, on a des ateliers. On a notre grande cérémonie des trophées Média Club Elle. Chaque année, on l'a fait le plus souvent à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un moment, c'est une émission télé en fait. C'est une captation. Là, ça a été cette année retransmis sur la chaîne YouTube de LCP et puis aussi sur nos réseaux. Donc on fait vraiment une super soirée. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, de pleurs. On a quelque chose de très dense. Voilà. La dernière fois, Delphine Arnault nous a félicité, nous a dit que elle était impressionnée par le travail et le rendu, alors qu'on fait ça vraiment bénévolement tous. Oui, c'est ça, il faut quand même le dire. Ah oui, il faut le dire, c'est vraiment une association, c'est un réseau complètement. D'ailleurs, si des gens nous écoutent et aimeraient devenir partenaires, moi, j'adorerais avoir un peu plus de sous pour embaucher quelqu'un. Il y a du travail, j'imagine. J'y passe mes soirées, mes week-ends, en plus de ma société, dont je suis CEO et qui me demande déjà beaucoup de travail. Donc c'est un vrai engagement, j'adore, donc je ne vais pas me plaindre. J'ai vu aussi des formations, des mentorats, des études. Oui, on a beaucoup de mentoring. Ça fait partie aussi de la sororité. Donc on a des plus expérimentés qui mentorent des femmes, j'allais dire moins expérimentées, mais des fois elles ont quand même, ça va de 3 à 20, 25 ans d'expérience, mais qui ont envie d'être mentorées sur un aspect. Elles viennent vous voir. En fait, on fait un petit appel chaque année à candidature. On ne peut pas prendre tout le monde. On en prend à peu près 25. C'est difficile de gérer au-delà de 25 mentors et mentorés. Donc, elles sont suivies pendant 9 mois. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais il y en a qui ont même été embauchés par leur mentor. Donc ça, c'est du mentoring à l'année. Voilà. C'est beaucoup télé quand même. On a un mentoring international qu'on fait chaque année à Cannes, au MIPCOM. On en est à la 12e édition. Et c'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable sur le marché, puisqu'avant, il y avait aussi MIP TV, maintenant, il n'y a plus que MIPCOM. Ouais.
le mercredi matin, où là, on a des grandes dirigeantes internationales. On a des Américaines, on a une Africaine, une fille du Japon, une fille... Voilà, chacune a une table qui mentor 5-6 personnes qui partagent des tips. Et moi, après, je passe entre les tables et on réunit un peu tous les tips de chaque table. Et c'est vachement bien parce que ça crée vraiment des liens aussi à travers les frontières. Et donc, parfois, ça crée aussi du business parce qu'elles se mettent à coproduire des choses ensemble. Elles partagent des choses assez intimes. Enfin, quand on est mentoré, on dit souvent, on n'a qu'une vie. Hein. On n'a pas une vie professionnelle et une vie privée. On a une vie et on a des temps de vie. Mais en fait, tout ça est quand même très lié. Et donc, c'est toujours des belles aventures, ce mentoring. Et on a aussi du mentoring de réalisatrices de flux. On a fait comme ça plusieurs éditions en partenariat avec France Télévisions et Media One. Parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur les réalisatrices de fiction, grâce, vraiment. Moi, je saluerai toujours Delphine Arnault, qui a imposé des quotas, qui est arrivée aujourd'hui à avoir presque 50% de réalisatrices de fiction. Mais en flux, c'est vraiment un boys club et il y a 2 réalisatrices de flux qui tournent bien. Donc, on en a poussé, là, c'est des petites promos de 3-4. On a poussé certaines pour qu'elles soient prises aussi, parce que c'est toujours pareil, il faut avoir le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite bien tourner. Et dans certaines qui commencent à bien tourner, donc je suis contente. Il pourrait y avoir du changement dans les années à venir. En tout cas, voilà, ce que vous faites, c'est toujours évidemment intéressant de voir qu'il y a des résultats. Et donc, là, on parlait vraiment de mentoring individuel. En tout cas, vous poussez des individus. Vous accompagnez aussi des entreprises médias dans leur transformation ? Non. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, pas les ressources. Elles ne nous le demandent pas. Mais on a des entreprises comme Paramount qui viennent, qui envoient beaucoup de personnes à nos événements. On a France Télévisions avec qui on fait quand même des choses régulièrement. Mais en fait, on est ouvert à tout le monde. On aimerait travailler avec tous les médias. On est vraiment open. Après, dans la limite du temps que l'on peut y consacrer. Il y aurait vraiment le truc, ça, c'est plus ma casquette entrepreneur. Il y aurait un modèle économique autour de ça qui permettrait un peu de pérenniser et d'accélérer. Ça par rapport avec le sujet principal. Avec vous. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, on n'a peut-être pas assez cherché parce que quand on organise une cérémonie comme les trophées où on doit penser à tellement de choses, à notre présidente d'honneur, à qui on offre les trophées. Donc c'est beaucoup de discussions avec les jurys pendant longtemps. Qui les remet, qui fait la captation, comment on va, etc. Les invitations, au moment de te parler justement de chercher des sous. Et moi, je sais que c'est pas ma force première de chercher des partenaires parce que juste j'ai pas le temps. Puis c'est pas souvent il reste plus de temps. Ouais, c'est un peu ça. Ça faudrait creuser un peu le sujet parce que tu vois, il y a des formations, du mentoring. J'imagine que ça peut être intéressant et ça pourrait. Aujourd'hui, l'adhésion, elle est de 80 € par année. Tu vois, c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'on offre. Chaque événement, il y a un cocktail, tout est gratuit. Donc vraiment, voilà. Et on a des adhésions par entreprise, mais on pourra en avoir plus, bien sûr. Ouais. Bon, on fait un appel à tous les médias. Et c'est pas que les médias audiovisuels. Alors, Media Club, elle est quand même très dans son ADN audiovisuel, de par sa genèse. Mais aujourd'hui, n'importe quel média pourrait venir vous voir en se disant ça m'intéresse d'être partenaire. Comment on peut s'apporter les uns les autres. On a d'ailleurs Écran Total, Les Échos, qui sont partenaires. Satellifax. On est aussi presse écrite et nouveaux médias. Oui. Et un peu de musique aussi. Ça reste aussi quelque part. Enfin, non, c'est pas un média, mais ça. Un média numérique. On peut plus dire que c'est des nouveaux médias. Non, exactement. Tu parlais tout à l'heure de ce que vous faites au MIPCOM avec d'autres pays. Est-ce qu'il y a des pays ou des médias qui font figure de modèle ? Québec, ils sont pas mal. On a quelques relations aussi avec les associations des autres pays. On est aussi présent sur beaucoup de grands festivals, tu vois, comme le Festival de la fiction à La Rochelle. On fait un débat. Là, on va être au Festival de Cannes. On est au Festival Sœurs Jumelles à Rochefort, organisé par Julie Gaillet. On avait par exemple invité Noémie Merlan. On avait fait un débat dehors, avec un cocktail super sympa. Et on est aussi au Sunnyside. On a fait une très très belle table ronde l'année dernière. On a créé les Sunny Ladies avec Aurélie qui dirige le festival aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup d'émotions. On avait des femmes du monde entier et notamment une femme de la NHK qui s'est livrée. C'est rare parce que
dans une télévision publique japonaise, d'oser parler. Enfin, ils sont assez contraints, mais il y a eu beaucoup d'émotions. Les gens ont pleuré. C'est un très, très bel événement. Donc ça, c'est une marque de fabrique aussi, c'est qu'on est cash. C'est pas affairiste. Il y a une vraie sororité. C'est bien de le dire. Et c'est pas qu'un mot. C'est-à-dire, ça a de la chair, c'est incarné, c'est une vraie réalité. Est-ce qu'il y a des... Et on est ouvert aux hommes, on est inclusif. Ouais, alors, ah oui, parce que on aurait pu penser. On va pas faire l'égalité et tout ça. Oui, c'est vrai, mais depuis le début, dans les statuts, moi j'ai insisté vraiment pour que qu'on soit inclusif. Et je suis très fière d'avoir poussé vraiment à ce qu'on crée le premier et seul trophée jusque-là de l'homme féministe en France. Voilà. Alors c'est qui le dernier lauréat? C'est Mathieu Palin. D'accord, alors je ne le connais pas. Mathieu Palin qui fait des podcasts aussi, qui a écrit des livres féministes. Écrivain et journaliste français, effectivement. Voilà, faut l'inviter aussi à ton micro. Pareil, plein d'idées d'invités en plus. Tu parlais de Delphine Ernotte en dirigeante. Est-ce qu'il y a des médias ou d'autres dirigeantes qui t'inspirent particulièrement? Il y a Marie-Christine Saragosse, France Média Monde. Qui est la marraine, je crois, du Média Club Elle. Et tu vois, Marie-Christine, elle en est quand même à son 3e mandat. Oui, elle fait c'est un peu exceptionnel. Super bon boulot. Et Delphine Ernotte, c'est la seule personne qui a présidé France Télévisions qui a été renouvelée. Hein. Ouais. Donc, elle en a son 2e mandat. J'espère qu'elle ira sur le 3e. C'est quand même dur, quoi. C'est des postes... c'est extraordinairement dur. Ouais. Et malgré ça, elle a osé aller au front. Elle a osé d'entrer créer une chaîne d'infos. Elle a osé afficher des convictions qu'elle avait d'égalité femmes-hommes, qu'elle avait déjà chez Orange et qu'elle incarnait déjà. Oui, et puis des gros projets comme Salto, etc. Oui. Voilà, elle marque sa présidence. Quoi. Oui. Donc il y a des exemples de grandes dirigeantes des médias. Quoi. Oui. Alors tu regarderas, c'est que dans le service public au niveau des diffuseurs. Hein. Ouais. Moi, j'attends toujours que TF1 ou M6 soient dirigés par une femme. Oui. Et pourtant, c'est quand même des exemples qui montrent que ça marche. Hein. Bah oui. Mais encore faut-il leur laisser la place. Bien sûr. Il y a dans des grandes chaînes ailleurs dans le monde, tu connais, qui ont des privés, qui ont des... Sûrement, mais je n'ai pas les noms en tête. Bon, après, ça bouge. Si on regarde globalement pour le futur, pour accélérer le changement, pour toi, c'est quoi des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place qui permettraient d'accélérer cette égalité? Est-ce qu'il y a des choses à mettre à court terme en place? Alors tu parlais de quotas peut-être tout à l'heure, au-delà du travail que vous faites un peu aussi au quotidien. Moi je pense qu'en fait, si tu sais, c'est une vigilance de tous les instants, c'est-à-dire se rendre compte que c'est pas acquis. On le voit malheureusement outre-Atlantique, mais tu vois, une femme qui est une dirigeante aussi, qui aujourd'hui a créé des plateformes. Tu as une Oprah Winfrey aux États-Unis qui est une fille qui a vraiment créé sa propre marque en plus, avec des podcasts très forts, qui est très suivie, qui est une des Américaines les plus aimées aux États-Unis. Mais tu vois, dans ce pays où... Moi, j'ai travaillé pour le groupe Disney. Enfin, quand tu vois que Disney... On parlait de politically correct tous les jours. Et quand tu vois que là, ils ont arrêté leur politique DNY, enfin, c'est quand même... C'est dingue, quoi. Que Facebook, dans la numéro 2, était Sheryl Sandberg... Arrêter, ça dit qu'il faut remasculiniser la plateforme. Alors que dans la tech, il y a juste 89% d'hommes, quoi. Donc tu te dis, mais c'est pas possible, mais comment c'est entendable, comment les gens réagissent pas. Et donc c'est vraiment à rester vigilant parce qu'en fait, finalement, nos droits, ils sont acquis depuis 50 ans. Ouais. Tu vois, c'est extra. À l'échelle de l'humanité, c'est minuscule. Donc ça reste très fragile et à la faveur d'un changement un peu de paradigme mondial, tout ça peut balayer. Il suffit qu'il y ait un peu trop d'hommes frustrés, pas bien dans leur peau à ce moment-là. Et c'est facile de trouver le bouc émissaire et de dire que c'est la faute des femmes et qu'il faut revenir à l'ancien monde aussi, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il faut justement que le législatif s'en mêle? Est-ce qu'il faut inscrire ça dans des lois? Tu sais, l'égalité femmes-hommes, elle est inscrite dans la loi depuis 1972. Et comme tu dis, en intro, il faudra peut-être 134 ans pour atteindre la légalité. Donc, il y a la loi, bien sûr, c'est important d'être vigilant. Quand on voit là, c'est terrible là, ce qu'ils ont fait contre la loi pour l'avortement aux États-Unis. Je vois qu'il y a une jeune fille là au Texas qui est de 18 ans qui est morte parce qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle n'a pas été sauvée à temps. Parce que tant qu'ils n'avaient pas la preuve que le festif était mort, les médecins ne voulaient pas intervenir parce qu'ils peuvent être
emprisonnée à vie pour avoir aidé une femme à avorter. Enfin, mais on hallucine, quoi. C'est comment on a pu revenir en arrière si vite. C'est donc je sais plus ta question maintenant. Je suis partie sur cette fille là, dont j'ai vu la photo ce matin. Et le fait que ce soit vraiment inscrit qu'il y ait la loi, mais il y a l'application de la loi. Il y a l'application et il y a vraiment une responsabilité des médias, de ce qu'on raconte, faisons attention dans ce qu'on raconte. Et puis évidemment, aujourd'hui, il y a tous nos jeunes qui s'informent moins par les médias traditionnels que par TikTok ou par... Ou c'est un tissu de fake news. Et dicté par un algorithme. Dicté par un algorithme, dicté par des idées. Etc. Exactement. Donc, comment on protège nos jeunes ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir légiférer là-dessus ? Si, probablement. Moi, je pense qu'on devrait, personnellement. On poussera cette idée-là. On a un triptyque infernal chez les jeunes. C'est porno, jeux vidéo et réseaux sociaux, mais porno et réseaux sociaux d'abord. Donc on a vraiment une polarisation aujourd'hui chez les jeunes. On a des filles qui sont plus arc-boutées sur leurs droits et des garçons qui se sont, pour certains, radicalisés, dans le sens où on a les derniers chiffres là, du HCE, le Haut Commissariat pour l'égalité, montrent qu'on a un tiers de garçons qui trouvent que, de moins de 35 ans, qui trouvent que donner une baffe à sa compagne de temps en temps, c'est bien pour se faire respecter. On a une fille de moins de 25 ans sur 5 qui dit avoir été agressée sexuellement. Donc, il faut qu'on réagisse. On ne peut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Donc, voilà, il faut se poser des bonnes questions. Et puis, à un moment donné, il faut avoir le courage d'y aller. Ouais. Et à côté de ça, on a des jeunes hommes pour qui c'est une évidence, l'égalité, et qui sont extra. C'est vraiment la polarité des craintes, la polarisation de notre société et qu'on voit encore exacerbée sur les réseaux sociaux. Quoi. Et très vite, tu es pris par une bulle de filtre qui t'emmène vers l'extrême que tu n'as pas forcément choisi au début selon tes recherches. Quoi. Ça, c'est un peu dramatique. Mais on vient pour boucler sur le législatif. Je pense effectivement qu'il faut de la régulation et du législatif là-dedans pour aider nos jeunes. Et si je reviens sur le thème des femmes, quel conseil tu donnerais, toi, à des femmes qui veulent évoluer dans les médias ? Et pour reprendre un peu le titre de ton livre, qui est le sujet, briser ce fameux plafond de verre, parce qu'on le disait un peu en préambule, pas la peur, mais enfin la difficulté parfois à avancer, etc., de ne pas se sentir légitime ou capable. Quel conseil tu donnes à ces femmes ? Moi, je dirais qu'il faut qu'elles osent créer leur propre modèle, un peu comme l'a fait Delphine Ernotte. Avoir leur propre leadership, pas se comparer aux hommes. Après, il y a plein de modèles de leadership incarnés par des hommes et incarnés par des femmes. Je ne crois pas aux qualités genrées par essence. Voilà, parce que culturellement, etc., on a connu tout ce qu'on a connu, on a plus été assigné à certaines choses, on a développé certaines qualités, puis on a notre singularité, chacune différente, qui fait que je pense qu'il faut qu'on ose être nous-mêmes, pas qu'on attende l'autorisation de l'autre avec un grand A, comme aurait dit Jacques Lacan. Côté un peu paternaliste, et on a trop tendance à attendre l'autorisation, mais d'oser faire différemment, d'oser être nous-mêmes, faire avec qui on est, avec notre différence, avec toute cette force. Moi, vous allez recevoir bientôt Maïtena Biraman. Moi, j'adore quand Maïtena dit « mais moi, j'ai jamais demandé l'autorisation à qui que ce soit ». Mais après, c'est quand même des personnalités très fortes à la base. On a l'impression qui sortent un peu du lot. C'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir cette espèce de force qui permet d'avancer, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on nous a moins autorisés. On nous a beaucoup félicité petite. Elle est sage, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est douce, voilà. Les filles un peu trop turbulentes, des fois on disait c'est un monstre ou c'est une harpie. Alors que les garçons, on disait c'est limite une qualité, il a de l'énergie, il est aventureux, il a la langue, etc. Donc c'est vraiment faire attention, mais nous-mêmes, en tant que parents, femmes, hommes, en fait, on est encore pétris de stéréotypes. Et donc, de faire attention, de ne pas valoriser auprès de nos filles que le côté joli, gentil, etc. Mais au contraire, elle dit c'est génial, elle ose prendre des risques, elle ose créer, elle ose... On a légiféré, par exemple, sur les magasins de jouets. Si vous voyez maintenant, il n'y a plus de rayon filles-garçons. OK. Et pareil dans les catalogues de jouets. Mais qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous dites quand vous allez dans un magasin de jouets, qu'est-ce que vous dites quand vous cherchez un jouet à offrir ? Ah bah oui, c'est le sexe. C'est pour un garçon, c'est pour une fille. Comme si, parce que... Et l'âge vient seulement après, quoi. Évidemment. Et voilà, mais comme si, parce que c'est pour un garçon, on allait vous amener vers des jouets différents
que pour les filles, vous vous rendez compte? On l'a fait tous, cette erreur. Oui, bien sûr. Alors qu'on devrait dire, c'est pour une enfant qui adore l'équitation ou une enfant... Pourquoi on n'offre pas autant de jeux de construction aux filles? Après, on se plaint qu'elles ne veulent pas faire de la physique, etc. Mais est-ce qu'on leur offre des jeux de mécano de construction? Quand vous allez à la crèche, les filles et garçons, ils jouent au même jeu. Oui, bien sûr. Mon fils, il jouait, si ce n'est plus, à la dinette que les filles. Après, la question des jouets, les poupées, etc., avec la difficulté que peuvent avoir des parents à se dire, tiens, mon fils va jouer à la poupée, etc., quoi. On se dit, il y a cette distinction. C'est complètement con, d'ailleurs. Je le conçois, mais bref, il y a encore du boulot à faire, même dès la naissance. Voilà. Et les médias, on est là aussi pour en parler et pour montrer le chemin. Exactement. Si on se projette dans 5 ou 10 ans, où est-ce que tu... Alors, pas 134 ans, parce que là, je pense qu'on ne sera pas là pour le voir, non. malheureusement. Ni toi, ni moi. Non, c'est sûr. Où on en sera la place des femmes dans les médias, selon toi, dans 5-10 ans? Allez, c'est une espèce de vœu pieux. Je ne sais pas. Si on se dit que les États-Unis sont souvent 10 ans en avance. Waouh. On tire une balle. Ouais, c'est peut-être un retour en arrière. Non, je veux pas penser ça. On ne va pas y penser. Non. Mais il y aura par contre un backlash, c'est sûr. Donc après, c'est à nous d'œuvrer pour. Et là, moi, je fais un appel aux hommes, vraiment. C'est-à-dire, moi, j'en ai marre d'entendre les femmes, vous allez trop loin. Ou not all men, maintenant on peut plus rien dire, maintenant, attendez les gars. Déjà, heureusement, not all men. Heureusement, dis donc. On n'a jamais dit que c'était tous les hommes. Mais pourquoi quand il y a le procès Pénicaud, qu'est-ce qui se passe? On a un homme, Dominique Pénicaud, qui a demandé à une centaine d'hommes d'aller violer sa femme. Pourquoi est-ce qu'à part les accusés, dans la salle, il n'y a que des femmes qui viennent suivre le procès? Pourquoi, sur les réseaux sociaux, il n'y a quasi que des femmes qui commentent? Pourquoi il n'y a que des femmes qui disent que c'est pas bien qu'un homme ait demandé à une centaine d'hommes de violer sa femme? Est-ce que c'est une histoire que de femmes? Non. Alors, que font les hommes? Pourquoi? Ça concerne la société, ça concerne possiblement leurs filles, ça concerne possiblement... Donc, pourquoi on est seul sur ce sujet? On a besoin que vous soyez sur les réseaux sociaux, que tous les posts sur les réseaux sociaux, par exemple sur Dominique Pénicaud, il n'y a quasi que des femmes qui commentent. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression quand même justement que ce sujet-là avait un peu tellement choqué que tout le monde en parlait. Après, quelques hommes, Karim Rissoli, mais vous les comptez sur les doigts d'une main, les hommes un peu connus qui en ont parlé. Mais... tous les autres, et ça a été le procès le plus gros, etc. Oui, bien sûr. Mais ces sujets des violences faites aux femmes, mais n'appartiennent pas qu'aux femmes, elles appartiennent à la société entière. Vous prenez les prisons, 98% des gens en prison sont des hommes. Vous vous rendez compte l'économie pour la société si on éduquait mieux les garçons? Et ça, c'est que les prisons, mais je ne parle même pas des accidents de la route, de tout le reste. Oui, bien sûr. Donc, c'est une affaire de tous. Et donc, nous, on fait ce qu'on peut avec nos assos, Média Club Elle, nos réseaux, etc. Et c'est génial. Mais je pense que la base, c'est d'éduquer nos petits garçons à ne pas violer, à ne pas faire violemment la bagarre, à ne pas voler, la base, quoi. Non, mais voilà. En tout cas, sur la partie, sur le respect, etc. Et ben voilà, pas de message à tous les parents. Voilà, ça se joue, on le disait, dès la naissance, ces sujets-là. Moi, j'ai un petit garçon féministe et je peux vous dire, il a un succès fou chez les filles. Voilà. Donc, ça peut être aussi une manière de se rapprocher des filles. Mais j'aurais juste revenir une toute petite seconde. Effectivement, le truc du backlash, j'y avais pas pensé en préparant l'épisode, mais c'est vrai qu'il y a ce backlash sur le côté woke, etc., qu'on voit aux États-Unis, ce retour avec du retour du masculinisme. Tu crains vraiment que, même dans la société française, on revienne un peu en arrière parce que... Ça fait des années que j'en parle et ça y est, on les voit poussé exploser. En fait les frontières et d'un coup elles vont revenir un peu, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. On les voit exploser déjà. Ouais. Alors ça a explosé encore plus aux États-Unis et ils ont vraiment participé à mettre un peu au pouvoir. Mais on voit ces réseaux masculinistes exploser en France. Maintenant il commence à y avoir des documentaires et moi j'en parle déjà depuis des années. Et c'est vrai que souvent on critique les féministes, mais les féministes elles veulent juste l'égalité des droits. Elles n'ont jamais appelé au viol, au meurtre. À tout ce que... Vous allez sur les groupes masculinistes, ça appelle au viol, au meurtre. Je te dis comment dominer ta meuf. Je te dis comment... C'est disproportionné dans les discours. Mais ça n'a rien à voir. Une personne qui et quand on met en face masculinisme et féminisme, mais ça n'a juste rien à voir. Ouais. Les uns veulent l'égalité des droits, les autres veulent détruire, les dominer. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, il faut aussi qu'on se réveille et qu'on réagisse à ça.
Il faut en parler. Donc, tu vois, on a saisi l'occasion, on a pris le micro aujourd'hui pour en parler. Si on veut suivre le travail de ce que vous faites sur Media Club Elle, si on veut te suivre ou soutenir vos actions, je parlais tout à l'heure des appels à partenariat, mais comment on peut soutenir tout ça ? Vous nous écrivez. Alors nous, on est sur tous les réseaux. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn. On est encore un peu sur Twitter parce qu'on se dit qu'il ne faut pas complètement disparaître. Vaste débat. Vaste débat. Doit-on tous lâcher ? Si on lâche tous, oui. Mais surtout, trouvons un réseau pour nous, Européens. Ça serait chouette. Oui. On est sur Facebook. Mais sur tous ces réseaux, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous contacter. On sera ravis. On est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent dans les médias. Voilà, l'appel est passé. Je lance la dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Est-ce qu'il y a un livre à lire sur le sujet, justement ? En dehors du tien, évidemment, sur briser le... Il y en a plein. Il y a La Fabrique de la honte qui vient de sortir, Elisabeth Cadoche et Anne de Monterlo, que je vous recommande. Dans les films, là, récemment, il y a Le Olympe de gauche de Julie Gaillet qui est super. Il est peut-être encore en replay sur France Télévisions. C'est la fiction. Ça en fait 2 déjà. Ouais, ça en fait 2. Parler des ados, on m'a parlé de la série adolescente que je n'ai pas vue, mais il paraît que ma femme l'a vue, m'a raconté, ça a l'air dur. Ça a l'air dur. Ça a l'air très dur. On m'a dit que c'était à voir en Angleterre, c'est ça, sur un procès d'un petit jeune de 13 ans. Je ne vais pas en dire plus, mais a priori, elle est vraiment à voir. Pas cool, mais elle est à voir. Et j'accepte ces 3 propositions pour conclure cet épisode. Florence, merci pour ton temps. Bravo pour cette initiative. Je le redis, tout ça, tu le fais de manière bénévole avec tes consoeurs et confrères, puisque c'est aussi ouvert aux hommes. Donc n'hésitez pas aussi à partager, les suivre sur les réseaux, partager. C'est aussi une manière quelque part d'aider et de soutenir cette initiative. Bravo à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, et merci à toutes et à tous. Merci pour le boulot que tu fais avec Arso Média, c'est top. Merci. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.